Abobo. Un nom qui évoque mille réalités. Mais pour Ibrahim, c'était simplement la maison, ou du moins ce qui s'en approchait le plus. Un quartier populaire d'Abidjan, où les bâtiments ne dépassaient pas 3 étages, où l'électricité venait et repartait comme le vent, et où les enfants couraient pieds nus sur le goudron brûlant, le visage marqué par la poussière et les rires. Là-bas, la misère ne se cache pas. Elle s'affiche sans honte, sur les toits en tôle ondulée, dans les ruelles boueuses, dans les regards fatigués des parents. C'est dans ce décor que naquit et grandit Ibrahim, le 5e d'une fratrie de 7. Son père, ouvrier sur les chantiers, partait à l'aube et rentrait le soir le dos cassé, sans jamais se plaindre. Sa mère, vendeuse de beignets au bord de la route, faisait des miracles avec presque rien. Les repas étaient simples, parfois absents, mais l'amour, lui, était présent. Chaque jour, c'était une bataille pour l'essentiel. De l'eau potable, un peu de riz, des cahiers pour l'école. Mais au milieu de cette réalité rude, il y avait un rêve, petit, fragile, mais bien vivant. Ibrahim n'avait pas de jouet. Ce qu'il avait, c'était un vieux ballon en plastique, troué et rafistolé avec des morceaux de tissu. Ce ballon-là, c'était son trésor, son échappatoire. Dès que l'école se terminait, il courait avec ses amis jusqu'au terrain vague, un carré de terre rouge, bosselé, où les pierres servaient de poteaux et les pneus crevés de lignes de but. Là, sur ce bout de terre, Ibra devenait un autre. Il n'était plus un gamin d'Abobo. Il était Didier Drogba, Samuel Eto'o, ou parfois même Lionel Messi. Il courait, driblait, tombait, se relevait, frappait. Il jouait jusqu'à ce que la nuit tombe, jusqu'à ce que sa mère crie son nom pour le dîner, ou jusqu'à ce que ses pieds nus commencent à saigner. Ce ballon, il ne l'aimait pas pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il lui promettait. Chaque coup de pied, chaque but imaginaire, chaque passe improvisée, c'était un pas vers un ailleurs. Un monde où il n'aurait plus à voir sa mère pleurer en silence. Un monde où il pourrait offrir plus que des sourires. Il rêvait sans le dire, car dans son quartier, les rêves étaient souvent vus comme des illusions dangereuses. Mais lui, il rêvait en silence, avec détermination. Et ce rêve, c'est ce qui l'a sauvé. Ibrahim n'était pas différent des autres enfants d'Abobo. Il n'était ni plus fort, ni plus intelligent, ni plus favorisé. Mais il avait une flamme. Une petite lumière intérieure qui refusait de s'éteindre malgré la tempête autour de lui. Cette lumière, c'était la passion du football. C'était sa foi qu'un jour, grâce à ce ballon, il franchirait les murs invisibles de la pauvreté. Il ne le savait pas encore, mais ce rêve qu'il nourrissait en silence allait bientôt commencer à parler pour lui. Et très bientôt, le monde entier allait entendre son nom. La pauvreté n'est pas seulement une question d'argent. C'est une sensation, un poids constant, une tension dans l'air. C'est se réveiller chaque matin en sachant que la journée ne sera pas facile. C'est ce que vivait Ibrahim, jour après jour. Dans la petite maison en parpaing où il vivait avec ses parents et ses 6 frères et sœurs, il n'y avait qu'une seule pièce pour dormir, manger, vivre. Quand il pleuvait, l'eau s'infiltrait à travers le toit, mouillant les matelas posés à même le sol. Lorsqu'il faisait chaud, c'était un four. Et quand la nuit tombait, il n'y avait souvent pas de lumière. Juste une bougie, posée sur une boîte de sardines vide, autour de laquelle la famille se rassemblait. Le matin, Ibra partait à l'école avec le ventre vide. Il marchait plusieurs kilomètres, ses chaussures usées laissant passer l'eau lorsqu'il pleuvait. Parfois, il devait mendier une craie ou un stylo pour écrire. Ses cahiers étaient déchirés, ses uniformes troués. Mais il y allait quand même. Parce que dans sa tête, même s'il ne le disait jamais, il savait que chaque jour en dehors de la rue était une victoire. Mais l'école n'était qu'une partie de sa vie. L'autre, c'était la rue. Dans le quartier, il fallait être dur. Les bagarres éclataient pour un rien, les plus grands prenaient souvent le peu que les plus petits avaient. Ibra a appris à esquiver les coups, à courir vite, à ne jamais baisser les yeux. Il n'était pas violent, mais il savait se défendre. C'était une question de survie. Il y avait aussi les mauvaises influences, les amis qui t'entraînaient sur des chemins sombres, entre vols et deals. Beaucoup de ses camarades ont fini là, perdus. Mais lui, il tenait grâce au football. Chaque soir, quand la journée avait été trop longue, trop dure, il retrouvait ses amis sur le terrain vague. Ce n'était pas seulement un jeu. C'était son échappatoire, son moment de liberté absolue. Là, il oubliait tout, la faim, la peur, les devoirs non faits, les insultes des professeurs. Il devenait rapide, imprévisible, agile. Il souriait enfin. Le ballon entre les pieds, il redevenait enfant, mais avec la rage d'un homme. Malgré tout cela, il restait respectueux, calme, et surtout déterminé.
Il aidait sa mère à vendre les beignets avant l'école. Il gardait ses petits frères quand elle devait partir plus tôt. Il ne râlait jamais. Il observait, il encaissait. Et il grandissait, dans un silence mature, les yeux déjà pleins de responsabilités. Mais cette enfance, aussi rude soit-elle, lui a forgé une force intérieure rare. Une endurance mentale, un instinct de survie, une capacité à encaisser les coups sans flancher. Il a appris à transformer chaque humiliation en énergie, chaque blessure en motivation, chaque manque en défi. Ibrahim vivait dans un monde où l'avenir semblait bouché, où les rêves finissaient souvent par mourir dans un coin d'ombre, mais lui refusait d'éteindre le sien. Et sans le savoir, cette capacité à tenir debout dans le chaos allait faire de lui un futur champion. Il y a des rencontres qui changent une vie. Une seule personne, un seul regard, une seule main tendue peut suffire à détourner un destin. Pour Ibrahim, cette personne s'appelait Monsieur Conan. C'était un vieil homme aux cheveux gris, toujours coiffé d'un chapeau usé, que l'on voyait souvent assis au bord du terrain vague, une chaise pliante sous le bras, un sifflet autour du cou. Les enfants disaient qu'il avait joué au football dans le temps, mais personne ne savait vraiment ni à quel niveau. Ce qu'on savait, c'est qu'il regardait chaque match de rue avec attention. Il observait. Il notait mentalement. Il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Un soir de juillet, alors que le soleil tombait sur les tôles d'Abobo, Ibra jouait comme à son habitude, pieds nus, shorts déchirés, le front couvert de sueur. Ce jour-là, il était particulièrement inspiré. Il driblait, il marquait, il défendait. Il semblait voler sur le terrain. Et dans un coin, les yeux plissés par le soleil couchant, Monsieur Conan le regardait. À la fin du match, alors que les autres enfants s'éparpillaient, Monsieur Conan l'appela. « Toi, viens ici. » Ibrahim s'approcha, intimidé. « Comment tu t'appelles ?»« Ibrahim, monsieur. »« Tu joues bien, Ibrahim. »« Très bien, même. Mais tu ne sais pas encore jouer avec ton cerveau. Tu veux apprendre. » Cette question, simple en apparence, fut le début d'une nouvelle vie. Monsieur Conan l'invita à un petit centre d'entraînement qu'il dirigeait dans une école voisine, les soirs après la classe. Loin d'être un centre luxueux, c'était juste un terrain mieux nivelé, avec quelques vieux ballons et des cônes en plastique. Mais pour Ibra, c'était un monde nouveau. Là, il découvrit un football différent, plus structuré, plus exigeant. Monsieur Conan n'était pas tendre. Il criait, il corrigeait, il répétait sans cesse les mêmes gestes. Mais il croyait en lui. Et pour Ibra, c'était la première fois qu'un adulte croyait vraiment en lui. Il apprit à lever la tête, à temporiser, à construire une action. Il devint plus complet, plus intelligent, plus fort. Quelques mois plus tard, un tournoi interquartier fut organisé par la mairie. Une compétition modeste, mais qui attira l'attention de plusieurs recruteurs d'académies locales. Ibra, inscrit grâce à Monsieur Conan, y participa avec sa petite équipe de quartier. Ce fut une révélation. Ibra marqua 4 buts en 3 matchs. Mais au-delà des statistiques, c'est son audace, sa vision du jeu et sa hargne qui impressionnèrent. Il semblait posséder. Chaque ballon était une mission. Chaque course, une promesse. Il jouait comme si sa vie en dépendait. Et quelque part, c'était le cas. Dans les tribunes, ce jour-là, se trouvait un recruteur de l'Académie Mimosifcom, l'une des plus réputées de Côte d'Ivoire. À la fin du tournoi, il demanda à rencontrer le jeune joueur. Il lui posa quelques questions simples. Puis il dit à Monsieur Conan, « Il a quelque chose. On veut le voir en détection. La semaine prochaine. » Le cœur d'Ibrahim battait à tout rompre. Il n'osait pas y croire. Lui, le gamin aux pieds nus, allait avoir sa chance. Une vraie chance. Le jour de la détection arriva. Il se présenta, timide, avec un vieux sac en plastique contenant une paire de chaussures à crampons prêtés, une bouteille d'eau tiède, et l'envie de bouleverser le monde. Il donna tout. Il joua comme il n'avait jamais joué. Et à la fin de la journée, il fut retenu. Il était officiellement admis à l'Académie Mimosifcom. Ce jour-là, en rentrant chez lui, il courut dans les bras de sa mère, les larmes aux yeux. Elle aussi pleurait, silencieusement. Pas parce que son fils allait partir loin, mais parce qu'un espoir venait de naître dans leur vie. Et tout avait commencé par un regard posé sur un terrain vague. Ibrahim était enfin entré dans le monde qu'il avait longtemps contemplé de loin, les yeux pleins de rêves. L'Académie Mimosifcom, installée à Solbeni, n'avait rien à voir avec les terrains vagues d'Abobo. Ici, le gazon était taillé au millimètre, les vestiaires sentaient la discipline, et les entraîneurs ne laissaient rien passer. Le jour de son arrivée, Ibra sentit le poids de ce nouveau monde. Des garçons venus de toute la Côte d'Ivoire et d'autres pays africains s'étaient réunis là,
tous avec un seul objectif, devenir professionnels. Certains étaient déjà très techniques, d'autres physiquement impressionnants. Ibrahim, lui, n'était pas le plus fort. Mais il avait quelque chose que les autres ne voyaient pas encore, la rage de réussir. Les premiers jours furent un choc. La rigueur, les horaires militaires, la nourriture différente, l'interdiction de téléphone, les chambres à partager. Il pleura en silence certaines nuits, écrivant dans un vieux carnet les mots de sa mère. « Tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi. » Cela lui donnait de la force. Il se levait avant les autres. Courait seul avant l'entraînement. Restait après pour perfectionner ses passes, ses frappes, son endurance. Pendant que certains se plaignaient, lui restait concentré. Il ne venait pas d'un endroit où l'on pouvait se permettre de gaspiller une opportunité. Chaque séance d'entraînement était pour lui un combat pour sortir de la pauvreté, une lettre d'amour silencieuse adressée à sa famille. Mais il y eut des moments de doute. Lors de son premier grand match amical contre une autre académie, il rata un pénalty décisif. Les moqueries de ses coéquipiers furent cruelles. Il passa la nuit suivante à revoir mentalement le tir manqué, le visage de l'entraîneur déçu, le silence du vestiaire. Il pensa à abandonner. Mais le lendemain, alors que tout semblait l'écraser, un message inattendu arriva. Une lettre de M. Conan. Quelques lignes seulement, mais lourdes de sens. « Tu es tombé? C'est bien. Maintenant montre que tu peux te relever. Les vrais champions se forgent dans l'échec. » Ces mots rallumèrent la flamme. Il s'entraîna 2 fois plus dur. Il demanda aux entraîneurs des exercices supplémentaires. Il étudia les grands joueurs, regardant en boucle les vidéos de Yaya Touré, N'Golo Kanté, Didier Drogba. Il devint plus qu'un joueur. Il devint un étudiant du football. Les mois passèrent, et son jeu devint plus affûté. Sa vision s'élargit. Il anticipait mieux, courait plus intelligemment. Les coachs commencèrent à parler de lui. Lors d'un tournoi international U17 à Accra, il fut désigné meilleur joueur du tournoi. Cette fois, il n'avait pas manqué le penalty. Il avait marqué le but de la victoire, et soulevé la coupe, les yeux vers le ciel, pensant à Abobo. Un soir, après l'entraînement, l'un des directeurs de l'académie l'appela. « Ibrahim, prépare-toi. Un club européen vient la semaine prochaine. Ils veulent voir nos meilleurs éléments. Tu seras sur la liste. » Ibra ne répondit pas. Il acquiesça, humblement. Mais au fond de lui, une révolution était en marche. Il avait quitté la rue, mais il n'oubliait pas d'où il venait. Et il savait qu'il n'était pas encore arrivé. L'Europe l'attendait. Un autre monde, un autre combat. C'était un matin clair, chaud, mais pas ordinaire. Le genre de matin où tout peut basculer. Ibrahim se tenait devant le bâtiment administratif de l'académie, les mains moites, le cœur battant plus vite qu'avant un match. Il venait d'être convoqué pour rencontrer un représentant d'un club français de Ligue 1, venu en visite discrète à la recherche de jeunes talents africains. Et il était sur leur liste. Le jour de l'observation, Ibrahim joua le match de sa vie. Non pas avec des gestes spectaculaires, mais avec intelligence, régularité, impact. Il courait partout, interceptait, relançait, organisait. Il jouait avec le feu sacré. Le recruteur, un homme discret en polo gris, ne quittait pas des yeux ce numéro 8 frêle, mais infatigable. À la fin du match, il demanda à le rencontrer en privé. Quelques semaines plus tard, l'annonce tomba. Le FC Nantes l'invitait pour un essai en France. Le rêve devenait soudain, réel. Quand Ibrahim monta pour la première fois dans un avion, ce fut une émotion indescriptible. Il regardait par le hublot comme un enfant, fasciné par les nuages, les lumières, les voix en français fluide autour de lui. Il n'avait qu'un sac à dos, une paire de crampons, et toute sa vie comme bagage invisible. L'arrivée à Nantes fut un choc thermique et culturel. Il faisait froid, les rues étaient silencieuses, les gens distants. Il avait l'impression d'avoir atterri sur une autre planète. Mais il n'était pas venu pour se plaindre. Dès le premier entraînement, il donna tout. Il n'était pas le plus rapide, mais son intelligence de jeu fit la différence. Il savait lire le jeu. Il compensait son manque d'expérience par une discipline féroce et une soif d'apprentissage. Les coachs furent impressionnés par sa mentalité. En 2 semaines, l'essai fut transformé en signature officielle de pré-contrat. Il entra ensuite dans le centre de formation du FC Nantes. La vie en France n'était pas simple. La langue, bien qu'il la comprenne, était encore un défi. La solitude, parfois pesante. Le mal du pays revenait la nuit, dans le silence des dortoirs, entre 2 prières discrètes. Mais à chaque instant de doute, il repensait à sa mère, à ses frères, au terrain poussiéreux d'Abobo. Il n'avait pas le droit d'abandonner. Sa progression fut rapide. En moins de 2 ans,
il fit ses débuts avec l'équipe réserve, puis, à seulement 19 ans, il fut appelé avec les pros pour un match de Coupe de France. Ce soir-là, en entrant sur le terrain, les projecteurs éclairant son visage sérieux, il se souvint de ce garçon qui courait pieds nus sur la terre sèche. Il se dit, « Je suis encore ce garçon. Mais aujourd'hui, je joue pour lui, pour tous ceux qui n'ont pas eu cette chance. » Il livra une belle prestation. Pas de but, mais une performance solide, mature, saluée par les journalistes locaux. Les jours suivants, les réseaux sociaux commençaient à parler de lui comme d'une pépite venue d'Afrique. Mais lui restait humble, silencieux, concentré. Le plus dur, il le savait, n'était pas d'arriver, mais de rester. Le monde du football professionnel est un rêve pour beaucoup, mais une machine impitoyable pour ceux qui y entrent. À peine âgé de 20 ans, Ibrahim signa son premier contrat professionnel avec le FC Nantes. Les caméras s'allumèrent, les journaux titrèrent du bitume d'Abobo à la Ligue 1, et les attentes devinrent soudain démesurées. Du jour au lendemain, il fut projeté dans un monde de luxe, de médias, de pression constante. Il n'était plus seulement un jeune joueur prometteur. Il était devenu un espoir du football africain. Mais avec la lumière vient l'ombre. Chaque match devenait un test. Chaque erreur, un titre potentiel dans la presse. Il se sentait parfois étouffé par les exigences des entraîneurs, la concurrence féroce au sein de l'équipe, et surtout, par ses propres doutes. Le football, autrefois une passion pure, devenait un combat quotidien pour prouver sa valeur. Et puis, il y eut ce match contre Lyon. Une rencontre tendue, sous la pluie. À la 27e minute, en pleine course, son pied se planta mal dans la pelouse détrempée. Il sentit une déchirure brutale dans son genou gauche. Il tomba au sol, criant de douleur. Les soigneurs accoururent. Le stade retint son souffle. Le diagnostic tomba le soir même, rupture des ligaments croisés. 6 mois. Minimum. Un gouffre. Une éternité pour un joueur en pleine ascension. Les jours suivants furent les plus sombres de sa jeune carrière. Il se retrouvait à l'infirmerie, loin du terrain, à regarder les autres s'entraîner. Il avait l'impression d'être redevenu invisible. Il repensait à tout ce qu'il avait traversé. Était-ce la fin? Tout ça pour ça? Mais au fond de lui, une voix refusait d'abandonner. Une force plus ancienne que le football. Il se souvint de cette phrase que sa mère lui répétait sans cesse. Ce n'est pas la blessure qui te définit, c'est la manière dont tu te relèves. Alors il se releva. La rééducation fut dure. Douleur, sueur, solitude. Il recommença à marcher, puis à trottiner, puis à courir. Chaque progrès, aussi minime soit-il, était une victoire. Il passait des heures à la salle, loin des projecteurs, là où personne ne le voyait. Mais c'est dans l'ombre qu'il se reconstruisit. 6 mois plus tard, contre toute attente, il fit son retour. Entré en fin de match, le stade l'acclama. Il n'était plus le même joueur. Il était plus fort, plus lucide, plus humble. Ce jour-là, il ne marqua pas, mais il gagna le respect de ses coéquipiers, du public, et surtout de lui-même. La presse titra. Il est tombé. Il s'est relevé, et il est prêt à tout reconquérir. Après sa blessure, quelque chose avait changé chez Ibrahim. Pas seulement dans ses jambes, mais dans son cœur. Il avait compris que le football, aussi magnifique soit-il, ne pouvait à lui seul combler le vide intérieur, ni supporter le poids de toutes ses attentes. La souffrance l'avait ramené à l'essentiel. Et c'est là, dans le silence de la douleur, qu'il avait redécouvert ce qui avait toujours été là, la foi. Depuis son enfance à Abobo, il avait grandi avec des paroles simples. Dieu est ton refuge, ne t'éloigne pas de lui. La prière est une force. Mais dans le tumulte du succès, il avait peu à peu laissé ces mots derrière lui. Pris dans le rythme effréné des matchs, des médias, des déplacements, il priait moins, doutait plus. Sa blessure fut un rappel brutal. Un arrêt divin. Et c'est là, entre les murs froids du centre de rééducation, qu'il rouvrit sa Bible, qu'il reprit ses prières, seul, sans bruit, sans public. Un jour, un aumônier du club, un homme discret au regard doux, vint lui rendre visite. Ils discutèrent longuement. L'aumônier lui dit cette phrase qu'Ibrahim n'oubliera jamais. Dieu ne t'a pas choisi parce que tu es footballeur. Il t'a choisi parce que tu es son fils. Ne confonds jamais ton talent avec ton identité. Ce fut une révélation. À partir de ce jour, Ibrahim prit une décision. Mettre Dieu au centre. Il commença à lire les évangiles chaque matin, à jeûner certains jours, à prier avant chaque entraînement, non pas pour gagner un match, mais pour garder un cœur pur, une direction claire. Il rejoignit un petit groupe de croyants à Nantes, où il trouva des frères de foi qui l'aidèrent à rester enraciné.
Il témoignait parfois dans des églises, partageant son parcours, non comme une success story, mais comme une preuve que la grâce divine peut élever un enfant des rues à la lumière. Dans les vestiaires, certains se moquaient gentiment de sa foi. D'autres l'admiraient en silence. Mais tous remarquaient une chose, Ibrahim avait une paix que rien ne semblait troubler. Sur le terrain, il jouait désormais libéré. Non plus pour prouver, mais pour servir. Chaque passe, chaque but, chaque course était une offrande, un acte de gratitude. Il écrivait parfois sur ses chaussures des versets bibliques. Philippiens 4h13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et un soir, dans un match contre Marseille, il marqua un but splendide. Un enchaînement de dribbles, une frappe limpide. Il courut vers le coin du terrain, leva les mains vers le ciel et tomba à genoux. Les caméras captèrent ses lèvres murmurant « Merci Jésus ». Ce soir-là, il ne gagna pas seulement 3 points. Il toucha des cœurs. À ce moment de sa vie, Ibrahim avait trouvé sa boussole. Peu importe les blessures, les critiques ou même les trophées à venir. Il savait désormais qui il était et à qui il appartenait. Les années avaient passé. Ibrahim était désormais un nom connu en Europe. Son style de jeu élégant, sa vision tactique et son humilité faisaient de lui un milieu de terrain respecté et surtout aimé. Les clubs commençaient à se l'arracher. En 2 saisons, il passa de Nantes à un grand club espagnol, un transfert de plusieurs millions d'euros qui fit la une des médias sportifs du continent. Mais malgré le prestige, les contrats, les stades pleins, Ibrahim ne changea pas. Il restait ce garçon d'Abobo au cœur pur, fidèle à sa foi, humble dans la victoire comme dans l'échec. Et plus il montait, plus la voix de l'Afrique résonnait dans son cœur. Son rêve n'avait jamais été seulement de réussir en Europe. Il voulait représenter sa patrie, porter les couleurs de la Côte d'Ivoire, et inspirer une nouvelle génération de jeunes issus des quartiers oubliés, comme lui. L'appel vint un jour d'avril. Le sélectionneur national le convoquait pour disputer les éliminatoires de la CAN. Le message était clair. Le pays a besoin de toi. Quand il reçut la nouvelle, Ibrahim s'agenouilla une fois de plus. Ce n'était pas juste une sélection. C'était un retour au point de départ, un hommage à ses racines. À son arrivée à Abidjan, l'aéroport était rempli de supporters. Les enfants criaient son nom, les anciens priaient pour lui. Il retrouva sa famille, sa mère, vieillie mais fière. Elle pleurait en silence en le serrant dans ses bras, murmurant « Tu as tenu ta promesse, mon fils ». Le soir de son premier match avec les éléphants, le stade était en feu. Des dizaines de milliers de fans. L'hymne national résonna. Ibrahim ferma les yeux. Dans sa tête, il revoyait tout. Le terrain poussiéreux, les nuits sans manger, les moqueries, les blessures, les prières, et maintenant ce moment. Le match fut intense. Il ne marqua pas, mais il domina le milieu de terrain, intercepta, relança, orienta. Il joua avec le feu sacré de ceux qui n'ont rien oublié. À la fin, la Côte d'Ivoire l'emporta. Les commentateurs s'emballèrent. Ibrahim, l'Europe du milieu. Une étoile est née sous nos couleurs. Mais au fond, Ibrahim ne jouait pas pour la gloire. Il jouait pour honorer un peuple, un passé, une promesse. Les jours suivants, il visita Abobo. Pas dans une voiture blindée. À pied. Il retourna sur son ancien terrain, désormais réaménagé. Les enfants le regardaient avec admiration. Il joua quelques minutes avec eux, ria avec eux, pria avec eux. Puis il annonça un projet, la création d'une académie gratuite, ouverte aux enfants défavorisés, avec formation scolaire et spirituelle. Son but? Offrir aux autres ce que Dieu lui avait permis de vivre. Il déclara devant les caméras locales. « Je suis le fruit d'un quartier oublié, d'une mère courageuse, d'une grâce imméritée. Maintenant, c'est à mon tour de tendre la main. » Ibrahim avait atteint le sommet. Mais plus que jamais, il savait que sa mission ne faisait que commencer.